On est une petite cinquantaine là à peine. On laisse encore une minute pour que les gens se connectent et puis on commence. Bien, bonjour à toutes et tous. Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer ce webinaire. Je vais commencer par vous souhaiter la bienvenue, ravi de vous accueillir. On va passer une petite heure ensemble aujourd'hui sur la thématique de la rénovation énergétique dans les bâtiments publics. Et puis, on fera un zoom plus particulièrement sur l'accompagnement du syndicat dans ce type de démarche. Voilà, donc vous commencez à avoir l'habitude des webinaires. Hein, c'est un outil qui nous permet de garder une certaine proximité dans un contexte assez contraint et puis d'apporter quand même de l'information à de nouveaux élus qui ne connaissent pas forcément le syndicat. Donc voilà, c'est pour nous un moyen intéressant de garder le contact avec vous. Alors, peut-être quelques règles très rapidement. On est en format webinaire, donc on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Vous avez vos micros et vos webcams de fermés. Par contre, vous remarquerez, hein, vous avez un petit onglet questions-réponses QR qui vous permet d'interagir à tout moment avec nous. Donc, on fera des petits tops pendant la réunion pour éventuellement répondre à la volée à certaines questions. Et puis, on consacrera un petit peu de temps à la fin du webinaire pour essayer voilà, de satisfaire tout le monde et de répondre à un maximum de questions. Alors, vous inquiétez pas, si ce n'est pas le cas, on pourra toujours, vous aurez nos contacts pour reprendre le fil de la discussion directement auprès de nous, soit par la suite ou un autre jour. Et puis, le webinaire est enregistré, il est en replay. Il vous sera mis à disposition au plus tard lundi avec la présentation au format PDF. Voilà. Donc, par rapport à l'ordre du jour, donc on a prévu une présentation en 4 parties. Donc, on sera plusieurs intervenants. Je vais tout d'abord remercier Madame Dufour, hein, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, Madame le maire de Trévière, donc, qui nous fera part de son expérience en matière de rénovation et d'accompagnement avec le syndicat. Et puis autrement, donc, du point de vue du SDEC Énergie, vous aurez l'intervention de Jérémy Bredin, qui est l'adjoint du service énergie, que je salue et que je remercie, et de moi-même, donc Alban Raffray, qui est le directeur du département transition énergétique au syndicat. Donc 4 parties pour compléter l'ordre du jour. Hein. On fera un bref rappel sur le contexte qui est quand même assez favorable à l'engagement d'action en matière de rénovation énergétique. Ensuite, une deuxième partie qui est un peu le cœur, on va dire, de la présentation et qui sera le détail de l'accompagnement qui est proposé par le syndicat en matière de rénovation énergétique. Dans une troisième partie, on verra les modalités de mise en œuvre, hein, le côté convention, financier, etc. Et puis donc, une quatrième partie avec un retour d'expérience où on laissera la parole à Madame Dufour. Voilà, bah écoutez, sans plus tarder, je vous propose de commencer avec un petit sondage qui nous permettra aussi de jauger, on va dire, de votre niveau de connaissance, on va dire, sur les dépenses énergétiques. Donc, vous allez voir s'inscrire à l'écran un petit onglet où vous allez pouvoir répondre. Donc, avec, voilà, selon vous, que représentent les dépenses énergétiques sur votre budget de fonctionnement? Alors, vous avez le choix entre 4 réponses, 2, 5, 13 ou 25%. Alors, c'est anonyme, n'ayez pas peur de vous tromper. Vous pouvez voter, vous cliquez et puis vous appuyez sur soumettre en bas de la petite fenêtre. On va vous laisser 30 petites secondes pour répondre. Alors, moi, je n'ai pas le droit de voter. Je pense qu'on va pouvoir clôturer pour regarder ce que ça donne.
Voilà, 13%. Alors, donc, c'est intéressant parce qu'on voit que quand même la majeure partie d'entre vous pense que les dépenses énergétiques représentent 13% du budget de fonctionnement. Alors, dans la réalité, c'est plutôt aux alentours de 5%, en moyenne, bien évidemment. Vous allez avoir des disparités, mais la moyenne, c'est plutôt entre 5 et 6%. Donc, OK, première information intéressante. Hop, voilà, donc on va attaquer cette première partie sur le contexte favorable à la rénovation énergétique. Donc il y a une multitude de points qui pourraient être évoqués. Nous, on a fait le choix de faire un zoom sur certains d'entre eux que vous avez à l'écran, voilà, qu'on va dérouler assez rapidement. Et donc le premier qui est effectivement l'impact du secteur bâtiment sur l'environnement, puisque c'est un gros consommateur d'énergie, 50-60% des consommations d'énergie. Il est aussi, je dirais, un contributeur important aux émissions de gaz à effet de serre, notamment de CO2, sans compter, on va dire, les ressources naturelles qu'il consomme et la production de déchets qui est générée par son activité. Donc tout ça fait que le secteur du bâtiment est un secteur important, consommateur, émetteur de gaz à effet de serre et sur lequel il est important d'agir. Le contexte économique, donc on l'a vu tout à l'heure, vous parliez du pourcentage de la facture énergétique, on va dire, sur le budget de fonctionnement. Vous voyez ici que la facture énergétique des bâtiments compte pour à peu près 76% de la facture énergétique de la collectivité, les 2 tiers, donc c'est important. Le reste étant l'éclairage public pour à peine 20%, et puis vous retrouvez pour aller jusqu'à 100% les carburants, voilà, dans une moindre mesure. Donc le bâtiment, c'est vraiment, on va dire, la thématique quasi la plus importante en termes de consommation d'énergie pour une collectivité. Quelques informations en termes de charge moyenne par habitant, autour des 50 €. Voilà, donc ça reste une moyenne, mais ça donne quand même une idée. Et puis ce qu'il est aussi intéressant de regarder, c'est que vous voyez qu'en 10 ans, ce qu'on constate, c'est que la part dans le budget des communes ne cesse d'augmenter. Le coût de l'énergie, la facture énergétique devient de plus en plus importante dans le budget de fonctionnement d'une collectivité. D'où l'intérêt de s'y intéresser. Ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est l'évolution des prix. Donc vous avez ici quelques informations sur l'électricité, le gaz ou encore le fioul. Donc on voit bien, et si on zoomait sur les mois et les jours, on verrait que c'est encore plus en dents de scie que ça. Donc il y a des jours où l'énergie est chère, d'autres où c'est un petit peu moins cher. Tout ça est assez volatile, mais quand on regarde sur le long terme, la tendance, elle s'affiche, elle est bien là, les prix augmentent. Donc on a, au fil des années, une énergie qui coûte de plus en plus cher. Donc c'est important de le prendre en compte, puisque vous le verrez, même parfois en mettant en place des actions d'économie d'énergie, on a du mal à voir l'impact sur la facture. Pourquoi ? Parce que de toute façon, cette facture, les coûts unitaires continuent d'augmenter. Donc, à titre d'information, vous voyez, sur les collectivités que nous, on peut suivre, en l'espace d'un an, on a constaté des augmentations de l'ordre de 7% sur l'électricité, et parfois jusqu'à 5% sur le fioul. Donc voilà, une tendance à l'augmentation des prix unitaires. Donc ça, c'est aussi un point important à prendre en compte. Alors après, il y a des aspects réglementaires qu'il faut aussi intégrer. Donc, on va parler par exemple des diagnostics de performance énergétique. Donc ça peut vous intéresser notamment si vous avez des logements que vous souhaitez mettre à la location. Et vous voyez que donc là, il y a eu des arrêtés très récents sur le dispositif qui visent à interdire à la location les passoires thermiques, les bâtiments, les logements les plus énergivores. Donc, vous voyez, d'ici à 2034, en passant par des paliers de 2025 et 2028, on interdira à la location les logements les moins efficients en termes de consommation d'énergie. Donc ça, c'est aussi important à prendre en compte pour la valorisation du patrimoine communal. Je vais laisser Jérémy vous commenter le décret tertiaire. Voilà. Bonjour à tous, donc Jérémy Bredin, adjoint du service énergie, en charge des thématiques rénovation énergétique des bâtiments publics,
projet photovoltaïque porté par le syndicat et groupement d'achat d'énergie, gaz ou électricité auquel votre commune adhère peut-être. Donc sur le volet de décret tertiaire, c'est important de voir que c'est une loi qui est passée assez récemment, la loi Elan, qui a été promulguée le 23 novembre 2018. Donc l'idée, c'est que pour tous ces bâtiments existants à partir du 23 novembre 2018, qui sont du tertiaire, public ou privé, avec une surface supérieure à 1000 m², eh bien, vous êtes concerné par ce décret tertiaire. Alors l'objectif de ce décret, c'est de faire des économies d'énergie avec des paliers 40, 50 ou 60% d'ici à 2050, c'est quand même pas négligeable, ou alors l'atteinte d'un seuil défini selon la catégorie. Donc si vous êtes une école, si vous êtes des bureaux, si vous êtes des commerces, voilà, et ben vous avez des seuils définis par le législateur qui visent donc à vous faire des économies d'énergie dans les prochaines décennies. Alors, il faut entendre quels bâtiments sont concernés. Il faut donc avoir une surface supérieure ou égale à 1000 m². Ça peut s'entendre au sein d'un bâtiment mixte, si par exemple votre usage de tertiaire représente cette surface-là dans un ensemble de bâtiments, ce qui est le cas numéro 1. Soit tout simplement votre bâtiment fait plus de 1000 m², a une vocation tertiaire, vous êtes dans le cas numéro 2. Ou attention, ça peut être aussi très bien dans le cadre d'une unité foncière, si plusieurs cadastres vous appartiennent, et ben, tous les bâtiments sur cette même parcelle, les surfaces sont sommées pour atteindre ou non les 1000 m². Alors, il est intéressant de voir aussi que d'ici 2025, il y aura un autre décret qui visera à donner un petit peu l'échelon supérieur, qui est le décret BACS, Building Automation Constructing System, qui vise à automatiser et à installer des systèmes de contrôle dans le bâtiment d'ici 2025. Donc, ça va être des automates, des programmateurs ou des régulateurs pour vérifier que l'usage du bâtiment soit en adéquation avec ses besoins. Donc, l'objectif est bien de permettre aux bâtiments tertiaires d'atteindre ces objectifs d'ici 2025. Alors, au-delà de ça, on peut voir que d'un point de vue gestion de bons pères de famille, il est intéressant de s'intéresser aussi aux problématiques de ses habitants et lutter contre le dérèglement climatique fait vraiment partie des enjeux des habitants en ce moment. C'est la deuxième préoccupation après l'emploi, d'après un sondage Ipsos de 2019. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'agir et de rendre un petit peu ces bâtiments exemplaires pour montrer l'accélération de la collectivité sur ces enjeux-là, très prégnants en ce moment. Alors, souvent, c'est un petit peu ce qui est important pour vous, élus, c'est les aides mobilisables sur des projets de rénovation énergétique. Donc, elles sont multiples et nombreuses, hein. Il y a les aides de l'État, la DSIL, la DETR et les aides exceptionnelles du plan de relance. Donc, on a échangé avec les services de la préfecture en début de semaine. Vous pouvez encore déposer des dossiers et ils seront traités au fil de l'eau, mais c'est vraiment une urgence qui est, qui est, entre guillemets, sur votre table dès maintenant. Les aides également du département, de la région Normandie, on va le voir tout à l'heure, sans oublier les certificats d'économie d'énergie et les aides de notre syndicat sur ces thématiques. Aides qui ont été renforcées très récemment. On va le voir tout à l'heure. Alors, concernant les aides de l'État, DETR, DESIL et plan de relance, vous avez ici quelques chiffres, hein. Un objectif d'aider de 30 à 40% du montant des travaux, une obligation de diagnostic préalable, une priorité à la rénovation énergétique des bâtiments, donc des bâtiments existants, et une enveloppe conséquente qui a été débloquée dans le cadre du plan de relance, 4 milliards d'euros pour la rénovation énergétique des bâtiments, pour la rénovation énergétique. Alors, il y a également des aides au niveau du département et de la région Normandie, donc l'APCR qui est bien connue par vos services, qui peut aider jusqu'à 70% du montant des travaux globaux et 40% pour des travaux de rénovation ciblés. Alors, c'est lié à un contrat de territoire, hein, vous pouvez avoir plus d'informations auprès des services du département. Ensuite, concernant les aides de la région, c'est sur des territoires labellisés, donc des aides qui peuvent être conséquentes, hein, 200 € par mètre carré rénové, avec un maximum de 40% de l'assiette éligible. Il demande un audit type ADEME pour cerner un petit peu la phase étude et bien dresser des préconisations de travaux avec des objectifs et des scénarios de rénovation. Alors, une aide qui est souvent oubliée, ce qui n'est pas vraiment une aide, en fait, c'est une prime à la réalisation de travaux, c'est les certificats d'économie d'énergie. Alors, il est important de voir que tous les travaux qui vous font faire des économies d'énergie
peuvent vous permettre de récupérer des certificats. Alors, la genèse de ce dispositif, c'est tout simplement que les vendeurs d'énergie et de carburant, donc on va retrouver des entreprises comme EDF, Engie, Total Direct Energy, mais également Auchan, Leclerc, Carrefour, tous ces vendeurs d'énergie, ils ont des obligations auprès du gouvernement d'économie d'énergie sur leurs clients, que ce soit des particuliers, vous et moi, ou des collectivités. Donc l'idée, c'est que tous les travaux réalisés chez le particulier ou auprès des collectivités qui sont éligibles à ce dispositif peuvent générer des certificats qui sont ensuite revendus. Alors dans la pratique, c'est suivant des fiches standardisées qui sont mises à jour sur le site du ministère pour des travaux les plus fréquents qui sont des isolations de l'enveloppe, les combles, les murs, le plancher, le vide sanitaire, le plancher bas, le remplacement des moyens de production de chaleur, que ce soit l'installation d'une pompe à chaleur ou le remplacement d'une chaudière combustible, et la mise en œuvre d'un programmateur sur la régulation du chauffage. Voilà, tous ces travaux qui font faire pas mal d'économies d'énergie sont intéressants à valoriser dans le cadre des C2E. Alors, un petit exemple pour votre collectivité, si vous avez un bâtiment sur lequel il est chauffé électriquement, vous souhaitez isoler 100 mètres carrés de comble, et bien tout simplement le calcul se fait selon la fiche standardisée isolation de comble. Vous retrouverez le forfait de 1 700 € qui correspond à la zone climatique de Caen, tout le nord-ouest et le nord de la France. Vous le multipliez par les 100 mètres carrés d'isolant que vous allez installer, ça vous fait un volume de kilowattheure CUMAC qui sont ensuite revendus. Donc, on dit que le mégawattheure est revendu à 7 euros. C'est donc une prime pour votre collectivité de l'ordre de 1 200 €. Alors, soit vous contractualisez avec un obligé en direct, soit vous laissez le choix à votre artisan de le faire pour vous via une ristourne sur votre devis, ou soit vous la valorisez sur la plateforme du syndicat qu'on va voir tout de suite. Alors, cette plateforme, elle doit être renseignée avant réalisation de travaux et avant acceptation des devis. Et vous pouvez la retrouver très simplement sur notre site internet sdekenergy.fr à la rubrique comparateur de primes. Voilà, donc vous allez sur ce site-là, vous déclarez votre projet de travaux, vous n'avez pas encore accepté de devis, vous allez être mis en relation avec des fiches standardisées qui vont vous aiguiller sur les critères techniques à mettre en œuvre. Ça va être des épaisseurs d'isolant, des qualifications de votre entreprise de travaux. Et vous pourrez en moins de 48 heures savoir combien vos travaux vont vous rapporter en termes de C2E. Alors, un autre site qui peut être intéressant pour vous, c'est également sur le site internet du SDEC, c'est pour rechercher toutes les aides mobilisables pour votre projet. Vous tapez la catégorie de votre collectivité, le nom de votre commune même, le type d'investissement qui est en jeu, est-ce que c'est de la géothermie, du bois énergie, du photovoltaïque, de l'isolation de l'enveloppe, et vous retrouverez toutes les aides mobilisables qu'on a pu voir par le passé, donc de l'État, du département, de la région ou de notre syndicat. Vous retrouverez également peut-être les aides de votre EPCI, si toutefois celui-ci a mis en œuvre un programme spécifique sur ce volet-là. Alors maintenant, je vais vous proposer un deuxième sondage pour savoir un petit peu quel est votre niveau de connaissance pour adapter peut-être notre discours par la suite. Est-ce que vous avez déjà réalisé un audit énergétique de votre patrimoine communal ou intercommunal? Alors, vous avez deux réponses qui s'affichent, oui ou non. Ça va nous permettre de cerner un petit peu plus l'appétence de votre collectivité pour un audit. Alors, j'en profite pour répondre à une question qu'on a sur le chat. Peut-on avoir des idées de seuil objectif pour des bâtiments inférieurs à 1000 m²? École, par exemple. Alors, c'est vrai que c'est important de voir que pour des seuils inférieurs, le législateur ne s'interdit pas de faire évoluer la réglementation et peut-être d'abaisser ce seuil à 500 m². Voilà, donc dans un premier temps, c'est 1000 m², mais dans l'avenir, ça pourrait être en dessous. Après, très clairement, ça va dépendre de l'utilisation qui est faite du bâtiment, un commerce, un bureau, une école. Grosso modo, on peut se fier aux étiquettes du DPE. Un bâtiment moyennement isolé se trouve en étiquette C, voire D, et donc entre 120 et 180 kWh par mètre carré. Voilà, donc vous voyez les résultats qui s'affichent, c'est plutôt partagé. Un bon tiers a déjà réalisé un audit sur son patrimoine et 2 tiers, non. Voilà, donc je vais vous lancer le troisième sondage. Est-ce que vous avez mis en œuvre les préconisations de l'audit énergétique?
Alors, une réponse en 3 temps, oui, non ou partiellement. Alors souvent, c'est ce que nous, on observe au SDEC Énergie, hein. La réalisation d'un audit donne lieu à beaucoup de préconisations. L'idée, c'est de faciliter le passage à l'acte par la suite, parce que c'est souvent ce qui bloque, récupérer des bons chiffrages auprès des entreprises et surtout inscrire un budget spécifique chaque année pour sa collectivité, pour mettre en œuvre une spirale vertueuse finalement. Alors, on va voir les résultats de ce troisième sondage qui s'affiche. C'est partagé également, non pour la moitié d'entre vous et partiellement pour une petite moitié. Voilà, donc merci à tous. Je vais laisser la parole à Alban pour vous présenter l'accompagnement du SDEC Énergie en la matière. Merci Jérémy. Alors, juste avant de commencer, on a une petite question aussi, alors qui est plutôt pratique, hein, et on nous demande de transmettre les liens cliquables sur la discussion, parce que là, on fait référence à des liens pour accéder aux comparateurs, etc. Et voilà, les personnes ne peuvent pas accéder. Donc, on verra comment vous transmettre les liens, mais on le fera, il n'y a pas de souci. Bien, écoutez, donc on va commencer cette deuxième partie sur l'accompagnement du SDEC. Voilà, donc effectivement, enfin, le sondage qui était juste avant est intéressant parce que c'est aussi un constat qui est fait que on réalise un certain nombre d'études et parfois les suites données, le taux de transformation de ces études en travaux reste relativement faible ou en tout cas pourrait être amélioré. Donc, on imagine que les élus sont aussi confrontés à un certain nombre de questions. Comment je m'y prends, par où je commence, quelle priorité, sur quel bâtiment, combien ça va me coûter, etc. Donc, beaucoup de questions. Et donc, le besoin, on va dire, d'être aiguillé dans cette stratégie. Donc, en fait, voilà, on a aujourd'hui, nous, un accompagnement qui existe depuis une dizaine d'années, qui est le Conseil en énergie partagée. Et aujourd'hui, on a voulu, je dirais, modifier, renforcer cet accompagnement pour qu'il soit plus orienté sur l'accompagnement et le passage à l'acte. Donc, vous allez retrouver 3 niveaux qu'on va vous détailler juste après. Donc, un premier niveau qui est plutôt, on va dire, on instrumente, on mesure pour pouvoir ensuite voir ce qui peut être amélioré. Le deuxième niveau, ce sera vraiment d'élaborer, on va dire, notre stratégie de rénovation. Je fais mon audit, mon bilan, je vois mes préconisations, comment je m'y prends, ce que je fais en premier, etc. Et le troisième niveau, on sera sur le passage à l'acte, la réalisation des travaux. Alors, il y a, je dirais, des grands principes dans cet accompagnement. C'est déjà la souplesse. Vous le verrez, il y a 3 niveaux. Donc, ces 3 niveaux sont successifs et indépendants. C'est-à-dire que vous pouvez faire le niveau 1, vous le verrez, sans forcément faire le niveau 2, en tout cas tout de suite. Et une fois que vous êtes au niveau 2, vous n'êtes pas obligé de faire le niveau 3 non plus, soit pas du tout ou soit pas tout de suite. Donc, il y a vraiment une souplesse dans la mise en œuvre de l'accompagnement. Il est progressif, donc il se fait au rythme de la collectivité, vous le verrez. On sait aussi que vous avez un certain nombre de contraintes, notamment budgétaires. Vous avez aussi des contraintes, je dirais, politiques. On vous demande d'abord de travailler sur certains bâtiments parce que derrière, il y a une stratégie de mise à disposition auprès d'associations, de publics, les écoles, etc. Donc, il y a tout ça à prendre en compte, ce qui fait que la rénovation d'un bâtiment qui est jugé prioritaire peut se faire peut-être de manière échelonnée, pas forcément la première année qui suit l'audit. Et puis, donc, cet accompagnement, il va être renforcé sur ce volet passage à l'acte. Donc, comment faire en sorte que la collectivité fasse le choix plus facilement de réaliser les travaux. C'est en étant peut-être plus précis sur le volet combien ça va me rapporter, combien ça va me coûter. Est-ce que je peux être accompagné sur la réalisation des demandes de financement, sur le choix des entreprises, sur le suivi des travaux. Donc voilà, un axe assez fort, renforcé sur ce volet d'accompagnement. Alors voilà, là vous avez un exemple qui vous illustre en fait ce que je viens de vous dire. Donc je vais essayer de vous le détailler de manière relativement simple et précise. Vous avez un premier niveau qui va être détaillé tout à l'heure, mais en gros qui est le suivi des consommations et des dépenses. On vous mettra à disposition un outil qui vous permettra, au fil de l'eau, pendant un certain nombre d'années, ici on a mis 4 ans, de pouvoir, en fait, suivre les consommations et les dépenses. Donc,
de suivre vos consommations et vos dépenses d'énergie. À un moment donné, on va exploiter, on va dire, les informations de cet outil, de ce logiciel. On aura des ratios, des tableaux de bord, etc. On va faire émerger un besoin de rénovation sur un ou plusieurs bâtiments. La collectivité aura à décider de travailler effectivement sur ce ou ces bâtiments. Si elle le souhaite, elle pourra être accompagnée pour définir quel niveau de rénovation et quelles actions il faut mettre en place sur ce bâtiment. Donc ça, c'est le niveau 2. Donc là, vous voyez qu'il y a le choix de la collectivité. Elle pourrait très bien dire, non, non, moi, écoutez, pour l'instant, je vais continuer de suivre mes bâtiments, mes consommations, mes dépenses, mais je ne vais pas encore faire d'audit ou vous demander de bilan. Ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, la logique, bien évidemment, quand on rentre dans ce type d'accompagnement, c'est aussi parce qu'on sait qu'on a un besoin de rénovation et qu'on souhaite rénover. Donc, on va passer à ce niveau 2. Donc là, vous allez le voir, on va détailler, on réalisera le bilan, on réalisera éventuellement un audit, des études complémentaires, et à l'issue de cet accompagnement, on sera en mesure de vous proposer une stratégie de rénovation, donc un plan peut-être pluriannuel de réalisation de travaux qui sera chiffré et qui vous permettra de savoir quoi faire sur votre bâtiment. Là, la collectivité, elle aura encore le choix. C'est-à-dire le choix de dire, OK, très intéressant, maintenant je vais faire les travaux moi-même, en régie, ou je vais faire mes marchés, je fais mes travaux. Donc ça, c'est fait. Et on repasse en deuxième année d'accompagnement. On continue de suivre le bâtiment, les bâtiments, ce qui vous permettra au passage de vous assurer au fil des années que les travaux que vous avez réalisés ici se traduisent éventuellement par des baisses de consommation et peut-être même de dépenses énergétiques en suivant les tableaux de bord. Et puis cette deuxième année, vous voyez, il ne se passe rien parce qu'on a beaucoup investi en première année, donc on ne fera pas de travaux en deuxième année, il ne se passe rien. Ce n'est pas grave, on est toujours suivi en niveau 1. Et en troisième année, on recommence, on va identifier de nouveaux bâtiments qui potentiellement peuvent faire l'objet de travaux de rénovation. La collectivité validera cette proposition, fera l'audit ou le bilan et décidera de donner une suite ou pas aux travaux. Là, vous voyez, on est en troisième année, on ne donne pas de suite aux travaux pour le moment parce qu'ils sont peut-être trop importants, qu'il faut mettre un peu d'argent de côté ou une autre raison. Et puis là, en quatrième année, je vais faire ces travaux. Donc là, je vais les faire et puis non seulement je vais les faire, mais je vais demander au syndicat de m'accompagner dans la réalisation de ces travaux. Donc je ne vais pas faire le même choix qu'en première année où j'ai fait seul, je vais demander à être accompagné. Voilà, tout ça pour vous illustrer en fait la flexibilité, l'adaptabilité de la démarche et pour montrer que vous êtes en capacité à différents moments de faire le choix, d'être accompagné, de faire ou de ne pas faire, tout ça dans la durée. Voilà. Donc on va s'adapter à votre rythme, à vos moyens, à vos besoins pour essayer d'être un maximum efficace, de cibler les bons bâtiments et de pousser l'accompagnement jusqu'à la fin, notamment jusqu'aux travaux de rénovation. Alors, j'ai quelqu'un qui n'entend plus, qui n'a plus le son. Je ne sais pas si ça doit venir de chez vous, parce qu'a priori, il n'y a pas d'autres difficultés. Non, écoutez, je suis désolé. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de chaque niveau d'accompagnement. On a évoqué le niveau 1 tout de suite, donc voilà, la partie suivie des consommations et des dépenses d'énergie, qu'est-ce que c'est? Donc là, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est un accompagnement dynamique et en continu. C'est-à-dire que là où aujourd'hui, vous avez, je dirais, un bilan qui est réalisé chaque année dans l'accompagnement que le syndicat peut faire, vous avez un bilan une fois par an de l'évolution de vos consommations et de vos dépenses. Donc, c'est très intéressant. Par contre, on a un problème de réactivité face à un problème qui, éventuellement, une dérive de consommation qui a pu intervenir 3 ou 4 mois, voire plus avant. Donc, avec un système dynamique comme celui qu'on souhaite mettre en place, donc c'est un logiciel qui vous permettra d'avoir un suivi en continu de vos consommations et de vos dépenses. L'idée est la suivante. Dès que votre fournisseur d'énergie vous fait une facture, cette facture, elle est récupérée, elle est mise dans l'outil et elle vient enrichir, on va dire, le suivi déjà existant. Donc, vous avez comme ça la possibilité de visualiser
quelle est l'évolution de vos consommations et de vos dépenses, mois par mois, année après année, bâtiment par bâtiment. On peut éventuellement mettre des alertes, ce qui vous permet d'être averti si un seuil de dépense ou de consommation est atteint de cet événement et de réagir tout de suite, de se dire tiens là, il y a un truc qui n'est pas normal, il y a une surconsommation, il y a une absence de facturation, etc. Et je peux agir très, très rapidement. Voilà. L'objectif de cet outil, il est de vous donner, je dirais, une parfaite connaissance de votre patrimoine et de ce qui vous coûte en termes de dépenses énergétiques et de ce qui consomme. Donc, quand vous aurez la maîtrise, on va dire, de ces bâtiments avec ce niveau de détail, vous serez à même beaucoup plus facilement de faire le choix des bâtiments les plus intéressants à rénover. Voilà. Donc pour ça, on vous aidera effectivement aussi, puisqu'on a prévu donc au moins une réunion annuelle, mais bien évidemment, si vous avez besoin d'informations, on est à disposition tout au cours de l'année. Donc une réunion annuelle de suivi qui permettra à la fois de vous donner du conseil sur éventuellement la maintenance des installations, les petits soucis de régulation, etc. On regardera avec vous l'analyse des indicateurs qui seront issus du logiciel et on proposera, on repérera les bâtiments à enjeu, donc les bâtiments qui seraient bons de rénover. On aura aussi, je dirais, un œil particulier sur les bâtiments qui seront soumis au décret tertiaire et pour lesquels, vraisemblablement, vous aurez l'obligation de mettre en place un certain nombre d'actions. Voilà. Alors, il y a une petite question sur le logiciel. Est-ce qu'on a les périodes d'occupation? Donc, il y a effectivement, donc, alors le logiciel, il n'est pas encore acquis, très clairement. Il est en cours d'acquisition. On est en train de regarder plusieurs fournisseurs. Il y a des outils très intéressants. Et sur certains, vous pouvez bien évidemment intégrer, on va dire, les plages d'occupation des bâtiments. Donc, ce qui vous permet effectivement aussi d'avoir des informations intéressantes sur le côté patrimoine, pas uniquement consommation et dépenses. Voilà, donc à l'issue de cette première étape, on va dire, on va définir des priorités, des choix de bâtiments à rénover. Ces bâtiments, ils sont proposés à la collectivité qui reste maîtresse et qui va faire le choix de dire « Ok, je valide ce bâtiment-là, je souhaite engager des travaux de rénovation et donc on va passer en niveau 2. » Encore une fois, la collectivité peut dire « Très bien, ça, je suis intéressé, c'est bien, mais je vais m'en arranger par moi-même. Je ne fais pas le niveau 2 avec le syndicat, je reste qu'au niveau 1. » Voilà. Donc nous, très, très clairement, on trouve qu'il y a un intérêt à poursuivre l'accompagnement, mais encore une fois, vous êtes libre de faire ce choix. En tout cas, si vous faites le choix, si vous validez, on va dire, la préconisation qui vous est faite à ce niveau, on passe à l'accompagnement de niveau 2. Voilà. Et je vais laisser Jérémy vous présenter ce niveau. Merci Alban. Donc effectivement, ce niveau 2, on va le voir, hein, le cœur de cible, c'est vraiment élaborer et suivre sa stratégie de rénovation. Donc on a vu qu'on ne pouvait agir que sur ce qu'on mesurait. Maintenant, on va être plutôt dans le comment. Alors, ce niveau 2, il se décompose en 4 étapes majeures. La première étape, c'est d'analyser le besoin en visitant très simplement le bâtiment. On se déplace avec vous, on voit si le projet il va plutôt être orienté sous l'angle d'une rénovation globale ou au contraire s'il s'agit plutôt de travaux ciblés. Ensuite, vous allez faire le choix dans le losange orange de signer une convention de niveau 2 pour ce bâtiment spécifiquement. Derrière ça, on va en fait voir si ce bâtiment, il faut plutôt un audit énergétique fait par un bureau d'études, dans le cadre d'une rénovation globale, par exemple, ou si un bilan énergétique par le SDEC peut suffire pour des travaux ciblés. Donc là, il y a également un choix à faire de votre part, en concertation avec nous, sur est-ce que vous voulez plutôt un audit ou un bilan. Ensuite, l'idée, c'est déclencher des études complémentaires. Alors ça va être selon votre besoin. Ces études complémentaires, ça peut être par exemple pendant la saison de chauffe, qui dure d'octobre à avril en gros, hein, 232 jours chaque année, sous nos latitudes. Alors pendant cette saison de chauffe, on peut soit déclencher un enregistrement de température en posant une sonde dans votre bâtiment pour voir la régulation en place, on va en parler tout à l'heure.
soit une deuxième étude qui peut être la caméra thermique, donc une thermographie infrarouge pour détecter des défauts d'isolation et des infiltrations d'air. Alors ça peut être intéressant de faire une thermographie infrarouge avant de travailler avant de faire les travaux sur un bâtiment, pour voir ensuite pouvoir la faire après et voir les degrés d'isolation qui ont été mis en œuvre et l'aspect qualitatif. Ensuite, on pourra également mettre en œuvre des études de remplacement de chaudières pour des chaudières vieillissantes, par exemple des chaudières fuel, des chaudières au propane, pour voir quelles sont les solutions alternatives à ces chaudières combustibles. Donc, on va être sur des solutions pompe à chaleur classiques, bois énergie, pourquoi pas si c'est intéressant, géothermie pour des projets d'ampleur, etc. Donc, ces études complémentaires, elles sont déclenchées vraiment à votre bon vouloir. Ensuite, une fois qu'on a fait un audit ou un bilan des études complémentaires, l'idée, c'est de voir avec vous comment programmer les travaux dans le temps et comment mettre en face de ces coûts de travaux des aides et des investissements judicieux. Donc l'idée, c'est de programmer avec vous les actions qui vont être mises en œuvre. Si toutefois ce sont des bâtiments qui sont soumis au décret tertiaire, comme on l'a vu auparavant, eh bien, on vous aide à la saisie des données sur la plateforme Opérate. Alors, une petite urgence pour ce décret tertiaire. Les données de consommation de l'année 2020 doivent être renseignées pour septembre 2021 et vous aurez à cerner l'année de référence, qui peut être une année parmi les années 2010, sur la plateforme Opéra pour le 30 septembre 2022. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un programme de travaux qui colle à vos besoins et à vos moyens de financement. Deux possibilités vous sont donc offertes, soit un audit énergétique par un bureau d'études avec un marché que propose le SDEC, une aide éventuellement de la région ou de votre PCI pour inciter au maximum la réalisation de cet audit qui peut être aidé jusqu'à 80%. Ou alors un bilan énergétique par le SDEC Énergie, là aussi fortement aidé pour savoir un petit peu quelles sont les préconisations les plus pertinentes. Donc, on va voir un petit peu la différence entre ces deux solutions qui vous sont offertes par la suite. Grosso modo, quand on fait un audit ou un bilan, 3 étapes. La première, ça va être l'état des lieux. On se déplace sur site, on récupère les factures et les plans, on détermine les caractéristiques de l'enveloppe, que ce soit un bureau d'études ou nous, on va se déplacer sur site pour voir les épaisseurs d'isolation de l'enveloppe, les moyens mis en œuvre pour le chauffage. Est-ce que le bâtiment a une ventilation mécanique ou est-ce qu'au contraire il est ventilé naturellement? Comment on produit l'eau chaude sanitaire pour les besoins des usagers? Comment sont régulés l'éclairage et le chauffage des bâtiments? Alors, il ne faut pas oublier aussi l'analyse des contrats d'énergie pour des contrats qui ne seraient pas dans notre groupement d'achat, gaz ou électricité. On peut analyser les contrats d'énergie et par exemple amener à renégocier les contrats propane, par exemple. La deuxième étape, ça va être de faire le choix entre donc cet audit ou ce bilan fait par le SDEC. Alors, l'audit va donner un degré de lecture un petit peu plus poussé, notamment en ce qui concerne l'élaboration des scénarios d'amélioration. Peut-être que vous aurez là des scénarios d'objectifs niveau BBC ou des objectifs facteur 3, par exemple. Ou alors des objectifs tout simplement du décret tertiaire pour atteindre, par exemple, les moins 50% d'économie d'énergie d'ici à 2040. Voilà, dans les deux cas, les données sont analysées, les aides mobilisables sont recensées, et l'idée, c'est de vous aiguiller pour savoir combien ça va coûter de passer à l'acte et combien ça va vous faire gagner d'argent sur l'exploitation de votre bâtiment, sur les factures énergétiques. Alors, l'idée, c'est donc en troisième étape de faire une réunion de restitution avec vous, nous, et pourquoi pas le bureau d'études si vous avez fait appel à un bureau d'études pour le choix d'un audit, de vous présenter les résultats et les livrables et d'échanger pour savoir qu'est-ce qui peut être mis en œuvre et dans quelle temporalité. Donc l'idée, ça va être de planifier une enveloppe de travaux pour l'année N+1, l'année N+2. Ça peut être aussi l'occasion de voir comment les bâtiments sont, comment les travaux peuvent intervenir dans le bâtiment, est-ce qu'il y a des périodes de fermeture du bâtiment, etc. Voilà, donc l'idée, c'est de planifier ces travaux dans le temps. Alors, le financement de ces audits, il est plutôt intéressant. Plusieurs acteurs sont mobilisés pour aider sur cette thématique. La région Normandie, votre PCI et le SDEC Énergie via le programme ACTE. Donc, plusieurs cas. Une aide du programme ACTE qui peut atteindre 50%. Dans le cas d'audit groupé, à l'échelle de votre PCI, une aide de la région Normandie qui vient à hauteur de 60%.
et dans les deux cas, un complément du SDEC Énergie pour apporter une aide financière jusqu'à 80%. Donc voilà, souvent on s'aperçoit qu'un audit énergétique de qualité, son coût va être entre 1500 et 2200 euros. Ben voilà, l'idée c'est de vous aider au maximum pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations pour votre bâtiment. Alors, en ce qui concerne les études complémentaires, on peut peut-être parler de la thermographie infrarouge, hein, donc vous avez une image en dessous. Ce qui va nous intéresser en utilisant cette caméra, c'est quand on est à l'extérieur du bâtiment, c'est le chaud qui va s'échapper du bâtiment. Donc on le voit ici sur les vitrages, par exemple, ou sur des épaisseurs d'isolation qui sont un petit peu plus faibles. Et au contraire, quand on va être à l'intérieur du bâtiment, ça va être le froid qui s'infiltre. Donc voilà, hein, plusieurs pathologies peuvent être détectées. Des défauts d'isolation, par exemple, si on passe la caméra sur un faux plafond, l'électricien ou le plaquiste a peut-être dégradé une partie de la laine de verre. Eh ben, on ne veut pas soulever toutes les dalles de faux plafond. On peut repérer tout de suite celle qui a un défaut. On peut repérer également les problèmes d'étanchéité à l'air. Ça, on le fait souvent sur les portes d'accès, les issues de secours ou les portes principales, hein. Souvent, c'est pas grand-chose, mais une petite barre de seuil ou un joint siliconé autour de la menuiserie peuvent permettre de diminuer ces infiltrations d'air non maîtrisées. Et enfin, on peut le voir aussi sur ce cliché, des ponts thermiques. À chaque fois qu'un mur va rencontrer une autre paroi, on aura une impossibilité de mettre de l'isolation thermique par l'intérieur et donc un pont thermique. Ou alors, ça peut être aussi sur des zones non chauffées, par exemple des sous-sols ou le premier étage. Alors, la caméra peut également permettre de voir des problèmes d'humidité. En général, quand on la voit à la caméra, c'est qu'il est peut-être déjà un petit peu trop tard. Mais voilà, pour traiter les problèmes d'humidité, assurez-vous que le bâtiment soit correctement chauffé et surtout ventilé. Une deuxième étude complémentaire qui peut vous intéresser, c'est la sonde de température. Donc, c'est le petit appareil noir que vous voyez ici, avec un port USB pour décharger les données. Voilà, cette sonde de température va prendre une mesure d'humidité que vous voyez en bleu et une mesure de température ambiante que vous voyez en rouge. Alors, l'intérêt de cette sonde, il est triple. Premièrement, est-ce que mon bâtiment est correctement chauffé? Typiquement 19 à 20 degrés pour des personnes qui sont dans des bureaux assises, par exemple. On pourra peut-être surchauffer un peu le bâtiment pour des crèches ou des EHPAD, où là, on aura plus une température de confort autour des 21-22 degrés. Donc, un, voir si le bâtiment est correctement chauffé. Deux, est-ce qu'il est correctement régulé? On peut baisser la température quand les occupants s'absentent, typiquement la nuit, les week-ends, peut-être les mercredis pour votre école qui n'est pas utilisée, par exemple, et surtout pour les périodes de vacances. Alors, 5 périodes de vacances sont décisives en termes de chauffage, hein, les vacances de la Toussaint, Noël, février, et on chauffe encore des fois nos bâtiments aux vacances de Pâques, donc c'est important de s'y attarder. Pour des petits réduits de température, on baissera la température de 3 degrés, typiquement la nuit et les week-ends, hein, 3 degrés, au lieu de chauffer à 20, vous chauffez à 17 par exemple. Et pour des absences un petit peu plus prolongées, vous mettez tout simplement votre bâtiment en hors-gel à 12 ou 13 degrés, et là sur des périodes de 15 jours. Donc là, vous serez au rendez-vous des économies d'énergie, hein. Un chauffage réduit de 3 degrés emmène directement 25% d'économie d'énergie sur un bâtiment qui ne l'était pas. Un petit focus sur l'humidité. Un air confortable va se situer entre 20 et 80% d'humidité. Donc là, dans l'exemple précis, on est plutôt bien, on est toujours autour des 60%. Un air trop sec, ben, on a les muqueuses qui sont sèches et on est tenté de boire conséquemment de l'eau. Ou alors un air très humide au-dessus de 80-90%, là on est tenté d'ouvrir les fenêtres et évidemment l'air chaud s'échappe. Alors, ce niveau 2 peut vous emmener à emmener dans la foulée un niveau 3 pour réaliser des travaux de rénovation. Donc là, l'idée, hein, c'est de vraiment de passer à l'acte et le concret. Donc, le cheminement, c'est le suivant. On veut proposer ce niveau de manière expérimentale dans un premier temps pour voir un petit peu ce qu'il en est et puis pour apprendre aussi en marchant. Donc l'idée, c'est de commencer par une préparation budgétaire, de vous aider à réaliser vos dossiers d'aide et toutes les démarches inhérentes. Ensuite, de faire le choix sur une maîtrise d'œuvre externe ou interne, qui peut être réalisée par le syndicat dans ce cas-là, de vous aider à choisir des entreprises, à rédiger les marchés et d'analyser les offres qui sont reçues pour des thématiques de travaux qui peuvent être par exemple des plaquistes, des chauffagistes, des couvreurs.
Ensuite, de réaliser les travaux et de les suivre. Donc, c'est de participer aux réunions de chantier, à la réception parfaite des ouvrages. Et enfin, de suivre l'efficacité des travaux pour voir si la performance est atteinte sur les factures d'énergie par la suite. Donc, ce niveau 3 expérimental dans un premier temps, mais toutes les propositions seront soumises à notre commission pour voir ce qu'on peut faire pour vos collectivités. Alors, en termes d'accompagnement, voici un petit peu le synoptique. Un accompagnement du SDEC sur le niveau 1 qui donne lieu à un tableau de bord annuel pour que vous puissiez voir les évolutions de consommation et de dépenses, on l'a vu, avec la rédaction d'un compte rendu suite aux discussions avec vous une fois par an, mais au fil de l'eau si vous le souhaitez. À l'issue du niveau 1, la collectivité peut décider d'élaborer seule sa stratégie de rénovation ou de passer un ou deux bâtiments au niveau 2. Dans ce cas, il y a un rapport d'analyse du bâtiment, le bilan ou l'audit, un rapport d'analyse des études complémentaires, le cas échéant et selon si vous le souhaitez, et à la fin de ce niveau 2, un programme d'investissement avec un plan de financement élaboré ensemble. Ensuite, la collectivité peut décider seule de réaliser les travaux, on l'a vu, en régie ou de son propre chef, si par exemple les services techniques sont bien structurés et ont l'habitude, ou alors de passer en niveau 3 de manière expérimentale pour qu'on puisse vous accompagner sur la rédaction du DCE, le dossier de consultation des entreprises, qu'on puisse rénover le bâtiment à l'issue des travaux et de vous remettre un rapport de suivi pour cerner l'efficacité des travaux. Alors, la plus-value par rapport à ce service, c'est un suivi facilité et en continu. Comme l'a dit Alban tout à l'heure, on n'a pas besoin d'attendre un an pour observer les résultats. Ils seront faits au fur et à mesure que l'outil sera abondé des factures d'énergie que vous payez sur chacun des bâtiments. Une ingénierie orientée sur le passage à l'acte, avec des moyens humains ciblés sur les projets de rénovation, des outils efficaces pour vous permettre de piloter vos compteurs et vos indicateurs, et un appui tout au long du process, jusqu'à la parfaite mise en œuvre. Alors l'idée, c'est aussi de financer au mieux les projets avec les aides du SDEC Énergie pour l'accompagnement CEP, avec un renforcement des aides sur les études qui existent et un appui à l'obtention des aides sur les travaux ou la récupération des certificats, par exemple. Merci Jérémy. Alors peut-être avant de passer à la partie 3, il y a quelques questions qui ont été posées. Alors je jongle un peu parce qu'en fait, certains ont utilisé le fil de discussion et non le petit logo questions-réponses pour poser les questions. Mais peut-être pour en faire profiter tout le monde. Donc il y a une question concernant le niveau 1 sur la mise à disposition du logiciel. Quand est-ce que ce sera mis à disposition? Donc, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas encore l'outil. On est en train d'y travailler. Il y a deux possibilités. Une qu'on préférerait, c'est celle qui nous permettrait d'avoir l'outil très rapidement, on va dire, qui serait opérationnel d'ici le mois de juin. Donc là, on est en train de s'assurer des possibilités juridiques. Hein. C'est des marchés un peu particuliers. Et si jamais cette option ne pouvait se faire, on serait obligé en fait de repartir sur une consultation, on va dire classique, même si on a déjà bien travaillé sur les documents de consultation. Mais ça veut dire que ça nous emmènerait vraisemblablement autour du dernier trimestre de cette année 2021. Donc ça veut dire qu'effectivement, les collectivités qui souhaiteraient à l'issue, on va dire par exemple de la présentation d'être accompagnées, le niveau 1 aujourd'hui ne serait pas totalement opérationnel avec l'outil. Donc on aurait, je dirais, un arrangement au moins sur le côté coût de l'accompagnement. Ça, c'est bien évident. Voilà. On avait d'autres questions qui concernent les audits sur les bâtiments communaux. Donc, est-ce qu'on fait des audits sur les bâtiments communaux? Donc en fait, la position, c'est de dire que le logement communal, c'est un patrimoine de la collectivité, donc qui peut être intégré dans l'accompagnement, hein, et donc qui peut faire l'objet, je dirais, d'un suivi, d'un audit ou d'un bilan et d'une proposition de stratégie de rénovation et de travaux. Donc, a priori, aucun problème pour intégrer un logement communal dans la démarche. Voilà. On a quoi encore comme question? Il y avait une question sur
les aides, est-ce que l'accès aux aides impose un respect d'une méthodologie? Alors, je ne sais pas si c'était M. Saint-Lô, je ne sais pas si ce sont les aides qui ont été présentées en amont dans la partie contexte. Donc là, de toute façon, oui, vous avez, quelle que soit l'aide, vous avez de toute façon des critères d'éligibilité à respecter qui sont parfois un peu, voilà, enfin, qui sont différents selon les dispositifs, qu'il faut bien avoir en tête. Donc, il y a un certain nombre de fiches d'aide qui nous aident aussi, nous, à définir si tel bâtiment est éligible à telle aide. Donc, ça, on l'a évoqué tout à l'heure. Vous avez, notamment sur le site du syndicat, un lien vers la plateforme des aides qui recense les aides. Et en fonction, on va dire, du type de bâtiment et du type de travaux que vous voulez faire, ça va vous dire les aides auxquelles vous êtes éligible. Et c'est aussi le travail, on va dire, notre travail dans le cadre de l'accompagnement, que de définir en fait le plan de financement associé aux préconisations et donc de vous dire à quelles aides vous allez pouvoir prétendre. Voilà. Alors, je regarde juste s'il y a d'autres. Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Une différence entre le diagnostic intercommunal du patrimoine public et le CEP. Alors la différence, elle est simple. Quand vous êtes sur le CEP, vous êtes aujourd'hui sur, on va dire, la globalité du patrimoine. Quand on est sur le diagnostic intercommunal, c'est une liste de 15 bâtiments qui a été identifiée. Et donc, potentiellement, sur une commune, vous ne pouvez avoir qu'un seul bâtiment qui va être audité ou diagnostiqué. Mais en fait, le CEP renforcé tend un peu à avoir cette démarche, c'est-à-dire à avoir une mesure de l'ensemble du patrimoine, mais à ne s'intéresser en termes de rénovation qu'à un ou deux bâtiments par année pour essayer d'être plus efficace. Donc je vous propose de poursuivre parce qu'il y a le temps qui avance et on est en de mise en œuvre. Donc là, on va peut-être rentrer un peu plus dans le vif du sujet en termes de coûts et de façon de procéder. Donc vous retrouvez ici les 3 niveaux et les modalités, donc elles sont relativement simples. C'est la forme de convention. Donc vous avez pour le niveau 1 une convention de 4 ans. Donc on souhaite qu'il y ait un engagement sur la durée. Il faut suivre ces bâtiments au moins sur 4 ans pour que ça devienne intéressant, on va dire. Si vous ne le faites que sur un an, il y a très peu d'intérêt. Et ensuite, donc, on fera les conventions par bâtiment et par niveau. Donc, vous aurez éventuellement une convention de niveau 2 pour un bâtiment en année 1 et puis une deuxième en année 3. Voilà, en fonction de ce que vous déciderez comme bâtiment à auditer ou à accompagner. Et donc, le niveau 3, même chose, expérimental, donc qui fera l'objet d'une convention si l'accompagnement est validé par les instances du syndicat. Alors vous le voyez que chaque niveau est conditionné, on va dire, au niveau précédent. C'est-à-dire que dans l'esprit, bien évidemment, il y a une logique dans tout ça. On instrumente. Une fois qu'on a instrumenté, on définit la stratégie. Définir une stratégie sans avoir recensé les bâtiments et avoir évalué leur performance, c'est pas forcément conseillé. Donc, on considère qu'une bonne démarche passe d'abord par une bonne maîtrise des consommations et des dépenses de chaque bâtiment. Et même chose, réaliser des travaux sans avoir diagnostiqué, faire de bilan, faire d'audit, nous paraît une démarche, à proscrire. Voilà. Et donc, on préconise absolument de passer par l'élaboration d'une stratégie avant de réaliser les travaux. En termes de coûts, donc vous avez pour chaque niveau les coûts associés du service. Donc, par exemple, je suis en niveau 1, j'ai X bâtiments, donc je vais avoir un coût de 500 € par an, une sorte de forfait fixe, et je vais payer 50 € par bâtiment et par an pour intégrer en fait mes points de livraison dans l'outil. Si je passe au niveau 2, le coût qu'on a évalué en termes d'accompagnement, c'est 3 000 € par bâtiment. Et puis, si on va jusqu'au niveau 3, expérimental, on est sur l'équivalent à des coûts de maîtrise d'œuvre, on va dire, qui sont assez communs dans ce type de travaux. Donc là, on a évalué à 10% du coût des travaux.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que sur ces montants, ça, c'est le coût, on va dire, net, on va, nous, y appliquer les aides du syndicat. Donc, en fonction de votre catégorie de communes, catégorie A, B ou C, B1, B2 et C, je vous rappelle, hein, la catégorie de communes, elle dépend en fait du régime de reversion, on va dire, de la taxe sur l'électricité au syndicat. Les communes de catégorie A, généralement, perçoivent directement la taxe sur l'électricité. Donc, leur régime d'aide est moins avantageux qu'une commune C, pour laquelle le syndicat perçoit l'intégralité de la taxe. Pour les communes B1, hein, le syndicat perçoit la taxe et en reverse une partie à la collectivité. Voilà, donc le régime d'aide, il est fait en fonction de ça. Et donc, vous voyez, pour une commune, donc là, on est plutôt sur les communes rurales B2 et C, pour un niveau 1, le coût du service est financé à 80%. Donc, il restera uniquement 20% de ce coût à la charge de la collectivité. Vous allez voir un exemple juste après. Autre point qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'ici, on va vous préconiser éventuellement un audit ou une étude de remplacement de chaudière, comme vous a présenté Jérémy tout à l'heure. Ces audits, ces études ne sont pas intégrées dans le coût du service. Elles sont en complément. Mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, notamment avec le programme ACT, dont vous avez peut-être entendu parler, donc le SDEC est lauréat d'un appel à projet au niveau national, qui lui a permis en fait d'obtenir des financements. Et ces financements, nous, on va les réfléchir sur notamment les aides financières aux audits et aux études, ce qui veut dire qu'une collectivité qui fait le choix d'être accompagnée par le syndicat et qui a un audit énergétique à réaliser, donc on est au niveau 2, cet audit, il peut être financé jusqu'à 80%. Voilà. Donc, ça devient quand même relativement intéressant financièrement pour la collectivité, puisque le coût est grandement diminué. Voilà. Vous aurez tout ça, on pourra y revenir, mais voilà, pour vous dire qu'il y a un régime d'aide associé qui est quand même assez favorable à la collectivité. Alors là, vous avez un petit exemple. Hein, on a pris des exemples chiffrés pour une commune qui a 10 bâtiments, donc qui sera en niveau 1. Mais 10 bâtiments, je vais les instrumenter, je vais récupérer les factures, les consommations d'énergie. Et puis par contre, je ne vais mettre qu'un seul bâtiment en niveau 2. Voilà, je vais avoir une démarche cohérente. Je ne vais pas mettre 5 bâtiments en audit parce que de toute façon, je sais très bien que je n'ai pas les moyens de faire les travaux sur les 5. Donc, je vais en prendre qu'un, mais je vais aller jusqu'au bout, je vais faire les travaux. Et donc là, en niveau 2, vous voyez, ça va y coûter 600 € si c'est une commune C et 2400 € si c'est une commune A. Donc, ça veut dire que le service, l'accompagnement niveau 1 et 2, pour une commune B2 ou C, c'est 800 € à l'année. Jusqu'à 800 € à l'année, hein, si on compte un accompagnement de niveau 2, et puis jusqu'à 3200 € pour une commune de catégorie A. Ce qui est important, c'est que l'idée du niveau 1, c'est que vous soyez exhaustif dans votre liste des bâtiments pour que vous puissiez avoir tout le potentiel de l'outil qui sera mis à votre disposition et pour qu'on puisse après cerner les intérêts de passer en niveau 2. Voilà, donc on a fait le tour un peu de cette présentation sur l'accompagnement renforcé. On vous propose un dernier petit sondage sur cette thématique pour voir si à chaud, on va dire, hein, par rapport à ce qui vous a été présenté, ça vous intéresse en termes d'accompagnement, voilà, ou si vous considérez que ça ne répond pas forcément, on va dire, à vos besoins. Voilà, donc encore une fois, hein, c'est totalement anonyme, il n'y a aucun souci. Voilà, donc ce qu'on souhaite voir, c'est si à l'issue de ce type de présentation, vous dites non, l'accompagnement, ce n'est pas pour moi, ou oui, mais plutôt que pour le niveau 1, je veux d'abord regarder un petit peu avant de m'engager un peu plus, ou alors là, vous êtes déjà très intéressé pour un niveau 1 et 2, voire pour un niveau 1, 2 et 3. Voilà, nous, ça nous permet aussi de voir comment il faut calibrer l'accompagnement et de voir si en fait, le service répond à des attentes assez fortes ou pas des collectivités. Voilà, donc on va clore gentiment. Ok, bon, c'est intéressant. Vous voyez que donc une grande partie d'entre vous
est plutôt intéressé pour un niveau 1 et 2, donc c'est déjà une très bonne étape. Niveau 1, dans une moindre mesure. 1, 2, 3, voilà, 30%, c'est important. Et puis 11% qui ne sont pas intéressés, voilà, qui ont peut-être déjà réalisé des audits et qui feront les travaux eux-mêmes. Donc même pour ces catégories de communes, sachez que vous pouvez éventuellement être aidé dans une moindre mesure, mais si vous avez décidé d'engager une stratégie de rénovation seule, on peut aussi financer une partie des audits. Alors ce sera beaucoup moins important en termes de financement, mais on vous accompagnera de toute façon. Bah, écoutez, je vous remercie. On va passer à la dernière partie. On a un petit peu débordé, mais voilà, on va laisser quand même Madame Dufour vous présenter le retour d'expérience de la commune de Trévières. Madame Dufour, je vous laisse la parole. Je vous laisse rallumer votre micro. Voilà, je pense que c'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Donc, je vais essayer d'être rapide et concise pour pas perdre trop de temps. Donc, la commune de Trévières donc est une commune de 930 habitants qui appartient à la communauté de communes d'Isigny-Omahar. Voilà, donc vous avez des photos du bourg tout nouveau, tout neuf. Donc voilà, donc la commune avait déjà adhéré au service de conseil en énergie partagée avec le SDEC Énergie en avril 2017. Pour nous, il était intéressant de bénéficier d'un bilan énergétique sur l'ensemble du patrimoine bâti, enfin sur une grande partie du patrimoine bâti. Donc, notre objectif, c'était de maîtriser et d'avoir une bonne connaissance de nos consommations et nos dépenses d'énergie. Donc là, on peut voir que nous avions plusieurs bâtiments, la maison des associations, le presbytère, la DMR, les vestiaires de foot, mais essentiellement la salle des fêtes et la mairie. Donc, ça a permis de mettre en évidence donc, les bâtiments sur lesquels des économies d'énergie c'était vraiment très important de les réaliser. Donc, en parallèle, donc, des travaux d'accessibilité étaient prévus sur la mairie et en même temps de profiter pour faire une rénovation énergétique. Et ils ont été engagés au moment de l'adhésion au service du Conseil en énergie partagée. Donc, le SDEC nous a très bien accompagnés sur les choix des matériaux à mettre en place, les épaisseurs des isolants. Et à la suite de ces travaux, donc une campagne d'enregistrement des températures a ensuite été réalisée durant l'hiver 2017-2018 pour vérifier la régulation du chauffage. Donc, le chauffage de la mairie est un petit peu particulier parce que nous avons une chaudière gaz, mais qui chauffe également 4 logements au-dessus de la mairie. Donc, il était très compliqué de pouvoir baisser la température dans la mairie, dans les services administratifs le soir et le week-end. Donc, voilà, c'est pour ça que la température, les dépenses étaient identiques. Donc effectivement, là, Madame Dufour, là, ça permet de voir qu'en fait, en période d'inoccupation, donc c'est les périodes blanches entre les colonnes oranges, la température reste la même. Donc on n'a pas d'abaissement de température, donc une absence de régulation dans le bâtiment. Voilà. Mais grâce au conseil du SDEC par notre CEP, donc voilà, vous nous avez conseillé de mettre en place des robinets thermostatiques programmables sur les radiateurs de la mairie. Donc, ce qui a été fait à l'été 2019. Et puis, je peux confirmer que ça fonctionne très bien. Ça nous permet de réguler vraiment toutes les pièces de la mairie, salles de réunion. Si elles ne sont pas occupées, on peut baisser la température assez fortement et chauffer davantage le secrétariat qui est occupé toute la journée. Alors ça peut peut-être intéresser nos participants. Si vous avez des circuits qui sont communs entre des bureaux et des logements, des circuits qui ne sont pas découpés en chaufferie, hein,
avec un seul départ, eh ben, vous pouvez utiliser cette solution des têtes thermostatiques que tout le monde connaît, mais programmable. Donc, du coup, c'est le radiateur qui va un peu se réguler tout seul. Et donc, ça peut être intéressant en cas de circuit commun. Parce que vous jouez sur la température, hein, vous baissez, vous augmentez suivant l'occupation des locaux finalement. Voilà, exactement. Donc, un circuit Ouais, commun, mais par contre, la diffusion de chaleur dans le radiateur ne se fera que si la tête a été programmée à une occupation judicieuse. tout à fait. Donc là, on peut voir que on a fait un gain de 13% sur les consommations, mais qu'en dépenses, elles ont finalement augmenté, mais à cause de la hausse du tarif du gaz et de la mise en place de la taxe carbone. Mais ce qui veut dire que si on n'avait pas mis tout ça en place, l'augmentation des dépenses aurait été beaucoup plus conséquente et aurait impacté davantage notre budget communal. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi sur ce graphique de gauche, c'est qu'en vert, vous avez la rigueur climatique, les DJU. Donc, avec un hiver plus rigoureux en 2019, on a observé des consommations légèrement à la baisse. Donc, c'est d'autant plus une bonne nouvelle. Tout à fait. Donc, plusieurs actions ont été engagées sur les autres bâtiments. Donc, mise en place d'un contrat d'entretien de l'ensemble des chaudières, remplacement de la chaudière fuel de la salle des fêtes par une chaudière gaz propane, le remplacement de certaines menuiseries, la diminution de la puissance de l'abonnement électrique de l'atelier municipal, et puis l'installation, comme on vient de le voir, là, sur les robinets thermostatiques à la mairie, mais également à la maison des associations. Donc, pour conclure, je pourrais dire que l'accompagnement du SDEC a été très important et nous a permis d'avoir un état des lieux de notre patrimoine, de connaître les pistes d'action pour maîtriser nos dépenses énergétiques, d'être accompagné techniquement sur les solutions à mettre en place et de bénéficier de conseils sur les subventions mobilisables. Et c'est vrai qu'un compte-rendu nous est fait annuellement, mais il nous est expliqué. Ce n'est pas seulement un compte-rendu que l'on reçoit sur papier. Voilà, il nous est expliqué et on regarde ensemble ce qui peut être mis en œuvre pour faire baisser sans arrêt notre facture énergétique et en même temps contribuer à la protection de notre planète Merci Madame Dufour. Votre exemple est aussi intéressant parce que ça montre bien pour les élus qui nous écoutent qu'il y a un potentiel d'économie d'énergie qui est important dans les bâtiments communaux et que les investissements ne sont pas forcément, on va dire, insurmontables. Vous voyez là, avec le remplacement de têtes thermostatiques, l'investissement reste modeste, on va dire. On arrive à faire des gains énergétiques importants et intéressants. Donc, il faut aussi avoir cette idée en tête, c'est que voilà, on est là aussi potentiellement pour vous identifier des pistes d'action qui ne sont pas toutes forcément comment dire, compliquées à mettre en œuvre avec des coûts importants. Il y a un travail sur des actions simples avec des retours sur investissement rapides qui peuvent être réalisés. Et voilà, et donc ces démarches, elles sont là aussi pour engager cette dynamique et faire en sorte que tout ce qui peut être fait à très court terme le soit. C'est bon aussi pour la collectivité, pour son portefeuille, pour l'image. Donc, il y a vraiment un intérêt à engager ce type de démarche, encore une fois, avec ou sans le syndicat, mais à vous intéresser de toute façon à la rénovation de votre patrimoine public. Je peux préciser que les audits énergétiques sont vraiment très importants avant de rénover un bâtiment, qu'il soit communal. Là, on va le faire avec vous pour notre salle des fêtes parce que c'est un gros bâtiment. Mais on a fait des audits énergétiques également sur des logements. Et les audits sont bien subventionnés. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir la proposition de plusieurs scénarios de rénovation. Effectivement, c'est un autre message, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu dans le contexte, il est assez favorable. Et il est aussi assez favorable parce qu'on arrive à obtenir des aides financières intéressantes. Donc, c'est aussi l'opportunité pour vous
de pouvoir vous engager dans la démarche avec un coût qui reste limité, parce que de toute façon, on sait que c'est important. Le côté financier reste important. Très bien, écoutez, merci Madame Dufour. Alors, on a dépassé un petit peu, on s'en excuse, mais c'était important pour nous d'aller jusqu'au bout. Je suis en train de regarder s'il y a encore quelques questions. On nous demande si la présentation pourrait être faite au sein de l'équipe municipale. Donc, oui, il n'y a aucun souci. On peut, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Vous avez les coordonnées. Et s'il y a besoin d'intervenir en conseil municipal, on est tout à fait disposé à venir vous voir pour échanger avec vous sur l'accompagnement que propose le syndicat. Ouais. Et sur vos besoins et sur les bâtiments peut-être que vous avez en tête, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. J'aurais juste aimé ajouter un petit point. Ce qui est important aussi, on l'a vu, c'est la maintenance dans les bâtiments, hein. Ne la négligez pas, c'est souvent aussi une source de dérive et de surconsommation. Donc soyez bien vigilants à la maintenance qui est faite de vos équipements. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi l'usager qui est important dans les bâtiments. C'est toujours lui qui va finalement avoir la main sur l'éclairage, sur le chauffage, sur l'ouverture des fenêtres, etc. Donc pensez à sensibiliser vos usagers. Au SDEC Énergie, on a par exemple pour des écoles des affiches de sensibilisation que vous pouvez distribuer à vos enseignants et à vos élèves. Donc surtout, n'hésitez pas. Et enfin, une dernière notion, c'est quand on fait des travaux dans un bâtiment, l'idée, c'est vraiment de mettre le paquet, quoi, pour pas avoir à y revenir d'ici quelques années, faire une rénovation à minima, c'est pas forcément intéressant. Donc, si vous faites quelque chose, faites-le bien, faites-le à fond, mettez le budget qu'il faut, mais que vous ayez pas besoin d'y revenir d'ici quelques années, quoi. Alors, on a une question aussi de Monsieur Alix, alors qu'il y a un cas particulier, donc je l'inviterai éventuellement à reprendre contact avec nous en direct, mais c'est intéressant parce que des fois, vous voulez engager des travaux de réhabilitation sur des logements qui ont été inoccupés pendant un certain temps. Donc, vous n'avez pas d'historique de consommation, etc. Donc, le niveau 1, effectivement, là, se justifie beaucoup moins. Donc, là, encore une fois, on s'adaptera. C'est-à-dire que si le bâtiment, ça fait 5 ans qu'il n'est pas occupé, on va pas vous vendre un niveau 1 alors qu'il n'y a aucune utilité. Par contre, il va vous servir une fois que le bâtiment sera remis en fonction et qu'il va de nouveau consommer. Il faudra l'instrumenter pour suivre ses consommations et ses dépenses. Donc voilà, on adaptera, on va dire, l'accompagnement en fonction de tout ça. Donc, bon, la question est assez longue sur le reste, donc n'hésitez pas à reprendre contact avec nous directement pour voir si l'accompagnement tel qu'on le propose est adapté à votre situation. Le PowerPoint, on vous l'a dit, il vous sera mis à disposition en début de semaine avec le replay du webinaire. Donc, vous pourrez prendre tout le temps de réécouter en fait, les discussions et de prendre connaissance, on va dire, des diapositives qui sont peut-être passées un petit peu vite aujourd'hui. Voilà. Il me reste à vous remercier. Juste avant de partir, si vous avez encore une petite minute, là, c'est pour nous améliorer. Voilà, donc savoir si ce webinaire a répondu à vos attentes. Oui, totalement, partiellement ou pas du tout, hein, ce qui peut être aussi le cas. Donc, avant de nous quitter, n'hésitez pas à faire un dernier petit clic. Et puis, je vais en profiter pour aussi annoncer le prochain webinaire qui aura lieu dans un petit peu plus d'un mois, le 21 mai prochain, et qui concernera les actions de solidarité énergétique. Voilà. Vous avez aussi à gérer en termes d'élus des problèmes de précarité énergétique, hein, soit dans vos propres logements communaux qui sont mis en location, soit tout simplement au travers du CCAS avec voilà, on va dire des administrés qui ont des difficultés à faire face aux factures énergétiques avec des bâtiments qui sont souvent aussi des passoires thermiques. Donc, il y a des actions de solidarité qui se mettent en place, qui existent. On fera un petit tour de l'éventail des actions et des solutions qui peuvent vous être proposées. Donc, je vous invite à retenir la date. Les inscriptions seront prochainement ouvertes et vous aurez l'information. En tout cas, le dernier sondage est, ma foi, très concluant et très intéressant. Je vous remercie. Je vous en remercie. 98% qui est de satisfaction, on va dire, ou même presque 100%, parce que partiellement, ça veut dire qu'on a aussi répondu. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'informations. Et puis, écoutez, merci à tous et à très bientôt. Merci, à bientôt.
Bonne journée. Merci beaucoup, Madame Dufour. À très bientôt. Madame Dufour, merci à vous. Avec plaisir, merci.